Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Chaumont. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 1B. Venez de la barre, s'il vous plaît. Si. Alors, vous êtes poursuivi pour répondre de 5 infractions. On vous reproche la conduite d'un véhicule sans permis, la circulation avec ce véhicule sans que celui-ci soit assuré au titre des garanties civiles, le refus d'obtempérer à une sommation de vous arrêter. On vous reproche encore un outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et enfin un recel, le recel de cette motocyclette qui s'est avéré provenir d'un vol. Alors, vous êtes jeune majeur, vous avez 18 ans. Vous poursuivez vos études. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Là, je suis à la recherche d'un emploi. Vos études, vous les avez terminées à quel âge ? 16 ans ? C'est ma première année de déscolarisation. Oui, qu'est-ce que vous faisiez jusque-là ? Je faisais un BEP. Oui, vous l'avez eu ? Je l'ai loupé de 1 point. Vous avez des revenus ? À partir de ce mois-ci, je suis indemnisable. Et vous devriez toucher combien ? Je pourrais pas vous dire, j'ai ramené la feuille. Oh, vous devez savoir approximativement. Je pense dans les 700 €. Alors, vos antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné. Alors, en 2010, c'est la juridiction des mineurs qui vous avait infligé une mise sous protection judiciaire en milieu ouvert pendant 2 ans pour des faits de violence. Donc, vous êtes actuellement sous le coup de cette mesure de protection judiciaire. Alors, concernant les faits qu'on vous reproche, alors j'ai un procès-verbal d'infraction. On est le 23 novembre dernier. Des policiers qui sont en patrouille à bord de leur véhicule vont aviser votre présence sur une motocyclette sans éclairage avant ni arrière, sans plaque d'immatriculation, et dont le conducteur, le pilote, est démuni de casque. Les policiers vous font signe et, d'après leur déclaration, vous avez ostensiblement ignoré leur injonction de stopper votre motocyclette. Au contraire, alors que le feu est toujours rouge, vous redémarrez, est-il indiqué. Vous montez sur un trottoir pour en redescendre un peu plus loin. Vous les regardez à plusieurs reprises, est-il indiqué, en leur tirant la langue. Et puis, vous prenez une direction à très vive allure. Et c'est à ce moment-là que votre engin va glisser sur un rail et vous allez être stoppé net dans votre progression. C'est ainsi que les policiers vous rejoignent. Alors, il précise que ça n'en est pas fini parce qu'au moment de votre interpellation, vous auriez refusé de descendre de l'engin. Vous les auriez insultés, du type « bande de fils de pute ». Vous seriez opposé à votre interpellation en refusant de donner vos mains lors du menottage. Et puis, ultérieurement encore, à l'intérieur du véhicule de police qui vous menait jusqu'au commissariat, vous auriez continué vos insultes envers les fonctionnaires de police avec des phrases du type « Oh, fils de pute, touche pas à ma moto ».
s'il me l'abîme, je vous pète la gueule, bande de fils de pute, bande de connards. Et puis, en outre, vous seriez tapé la tête contre la vitre latérale du véhicule de police, notamment au moment où l'un des policiers montait sur votre motocyclette pour la conduire, elle aussi, vers le commissariat. Voilà, alors, ce procès-verbal, il est confirmé par le recueil des témoignages des policiers qui ont été amenés à intervenir. Et vous, quant à vous, vous entendez toujours contester l'essentiel de tout cela ou pas? Moi, j'ai contesté, j'ai pas contesté. Vous n'avez rien contesté, ah bon? J'ai contesté de quoi? Alors, si on reprend vos dépositions. Sauf que je tiens à dire que je me suis sauvé, c'est vrai. Mais une fois que je suis tombé, déjà, j'ai pas eu le temps de remonter sur la moto. La moto était encore à terre. J'ai essayé de la relever. J'étais pas dessus. Et je me suis laissé faire. C'est eux qui disaient que je me laissais pas faire. J'étais en train de le dire. J'étais en train de dire, je me laisse faire, c'est bon. Et ils criaient quand même, laisse-toi faire, laisse-toi faire. J'ai pas essayé après de me sauver. Bon, quand on reprend votre déposition du 24 novembre, vous déclarez « Au début, un fourgon de police m'a signifié de m'arrêter. Comme je les ai reconnus, je ne me suis pas arrêté. Car ils ne m'aiment pas beaucoup. » Ça, c'est votre argument. Ils ne m'aiment pas, donc j'obtempère pas. Après, ils sont sortis, ils m'ont balayé, insulté, étranglé. Question de l'enquêteur, mais sans rien vous demander? Non, sans rien me demander. Alors, l'enquêteur poursuit. Mes collègues déclarent que quand vous les avez croisés au début, vous leur avez tiré la langue. Est-ce vrai? Oui. Là, vous reconnaissez que c'est vrai? Oui, je reconnais. Ouais. Est-ce que c'est normal de tirer la langue à des policiers ou à des gendarmes ou à qui que ce soit? Non, c'est pas normal. Toute personne investie d'une autorité publique. Alors, un peu plus loin, on vous demande les avez-vous insultés? Oui. Alors, vous dites que oui, suite à leurs propos racistes. Alors, vous prétendez qu'ils ont notamment employé le mot de bico. Oui. Et c'est pas tout. Alors, vous confirmez toujours qu'ils vous ont insulté en premier lieu? Je confirme. Bien sûr. Ensuite, vous avez indiqué, ils m'ont monté dans le fourgon. Il y en a un qui m'a étranglé pendant que l'autre me compressait le visage en m'injuriant. On n'a plus affaire à des gendarmes ou à des policiers. Voilà, là c'est les policiers. On a affaire, je ne sais pas moi, à la Gestapo en vous décrivant. C'est ça. Bien sûr. À être excessif, monsieur, vous nuisez à la crédibilité de ce que vous dites. Je conçois bien que c'est les représentants de la loi, mais ils sont humains sous leurs habits. Donc ils ont tous un cerveau différent. Il y en a qui sont très bien. D'ailleurs, l'inspecteur qui s'est occupé de mon audition, je ne l'ai pas agressé ni rien. Tout s'est très bien passé. Maintenant, oui, d'accord, j'avoue que j'ai fui. Je le dis même là tout de suite, oui, j'ai fui. Je leur ai tiré la langue, j'avoue. Mais voilà, je vois pas pourquoi. Moi, j'avoue que je les ai insultés. Je dis oui, c'est vrai. Mais eux, ils avouent pas. En même temps, voilà, c'est leur place qui tient en jeu, quoi. Mais je comprends pas. Ils vont pas avouer des choses qu'ils n'ont pas commises, s'ils estiment ne pas les avoir commises. Mais pourquoi est-ce que leur parole n'est pas mise en doute comme la mienne? Je veux dire. Ces policiers-là, ils sont assermentés, monsieur. Et alors? Ça change tout. Ça change tout? Oui, ça change tout. Hein, y a des règles du jeu dans notre République. Moi, j'y crois pas. Ah bon, vous n'y croyez pas. Alors vous mettez en cause, y compris le fonctionnement de la République. Exactement. C'est très bien. Pour qu'une société puisse fonctionner avec des gens qui pensent différemment, qui ont une vision des choses différentes, il faut bien qu'il y ait une règle du jeu, monsieur. Oui, et la règle du jeu, elle est fondée sur un certain nombre d'éléments, parmi lesquels, il y a le fait que certaines personnes sont reconnues comme
ayant, a priori, hein, leur parole peut être contestée, mais a priori, leur parole est crédible parce qu'elles assurent une certaine fonction. A priori. Mais oui, rien ne vous interdit de contester ce que dit ou ce que ne dit pas la police, hein, les policiers. Je vous écoute. Hein. Simplement, ce que vous me dites ne me paraît pas crédible. Hein. Pourtant, dans le caractère excessif, qu'un policier puisse déraper au niveau du langage, c'est déjà arrivé de multiples fois. Hein. Que plusieurs policiers d'une patrouille dérapent en même temps et puis se mettent à vous étrangler, comme vous dites, vous agripper. On est dans un caractère tellement excessif que c'est plus crédible. Mais j'ai pas dit toute la patrouille. Ah. J'ai pas dit toute la patrouille non plus. Alors, un seul, alors? Non, 2, un d'entre eux, voire 3. Bah, ils étaient combien, alors? Ils étaient 3. Ils étaient 3. Non, c'est pas vrai. J'ai le plaisir de ne pas avoir été à cette interpellation. Moi, j'ai le plaisir d'y avoir été, de l'avoir... Absolument, c'est un plaisir qui n'est pas partagé. Voilà, monsieur, de façon plus générale, dans cette République que vous mettez en doute sans trop de réflexion, je pense, bien, vous pouvez toujours contester auprès des supérieurs hiérarchiques, auprès de la justice. Hein, il y a toujours des instances au-dessus des personnes dont vous contestez le comportement pour apprécier la réalité de ce comportement. Vous n'êtes pas là pour vous mettre au même niveau qu'eux, hein, les contester, les insulter, etc. C'est pas possible. Ça, on peut pas admettre ça. Et on peut admettre qu'on fasse en disant que j'ai dit la vérité, même si personne n'y croit. Est-ce que c'est un comportement digne d'un représentant de la loi? Mais si c'était avéré, ce que vous dites, si c'était avéré, ça serait pas digne d'un représentant de la loi et la personne serait sanctionnée, elle serait certainement radiée des cadres de la police. Le problème, c'est ce que vous dites n'est pas crédible. Voilà, tout simplement. Hein, on va s'arrêter là parce que on tourne en rond au niveau de la discussion. Simplement, ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est qu'il y a des règles du jeu et on doit les respecter. Bon. Dans notre société, on ne doit pas parler à quelqu'un, même une personne que vous n'appréciez pas, de la manière dont vous avez parlé. C'est pas possible. Parce que ce type de comportement aboutit à un dérapage. À un certain moment, derrière les mots, il y a la violence. Il y a la violence. C'est vrai? Ben oui, ça débouche nécessairement sur la violence. Une société comme la nôtre, eh bien, c'est une société qui veut vivre en paix. Si on veut vivre en paix, on doit modérer son langage. On doit modérer l'expression de sa pensée. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez être révolté dans votre tête. Dans l'expression, vous devez rester digne et limiter la manifestation de votre mécontentement. Mais eux aussi, voilà. Alors eux aussi doivent... Ben, a priori, ils le font. Hein, alors, priori. vous dites que non, mais vous ne me rapportez pas la preuve qu'ils l'ont fait. Alors, il y a la dernière infraction qui vous est reprochée, c'est le recel d'un vol, en ce sens que la motocyclette s'est avérée, lorsqu'elle a été vérifiée au niveau du bloc moteur notamment, provenir d'un vol. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, en fait, j'ai acheté le véhicule à un bas prix, disons. C'est vrai que mon erreur, c'était... D'ailleurs, je ne l'ai pas répété parce que je me suis racheté une moto. Cette fois, justement, le problème, c'est que je n'ai pas demandé d'acte de vente, je n'ai rien demandé du tout. Et donc, en fait, il n'y avait pas de preuve de l'achat légal, si on veut. Donc, ça veut dire, voilà, mon erreur, c'était ça. En disant que moi, j'ai cru tomber sur une bonne occasion parce que par rapport à la moto que c'était un bon prix, à mes yeux. Donc voilà, j'ai fait une erreur. Cette fois, elle ne s'est pas répétée, donc oui, après... Alors moi, je vais vous dire pourquoi ce comportement est constitutif d'un recel. D'abord, les conditions de l'achat de la motocyclette. Bon. Vous achetez une motocyclette qui vaut un certain prix.
sans acte de vente, sans acte de cession. Ça paraît bizarre, ça. Normalement, on rédige un acte de vente. Si vous le vendez, si vous le faites pas, si en plus cette vente a lieu en catimini, en une forme de clandestinité, on ne sait pas trop comment vous l'avez acheté, vous avez refusé d'indiquer l'identité du vendeur. Et puis surtout, le fait d'acquérir une chose à un prix qui est bien inférieur à la valeur réelle de la chose. Eh bien, ça laisse présumer que vous êtes au courant que la chose, eh bien, elle provient d'un délit. C'est pas normal d'acheter quelque chose 2 fois moins ou 3 fois moins que son prix normal. Si vous l'achetez 3 fois moins, c'est que la personne qui vous le vend essaie de vous le fourguer, tout simplement. Je pense que je suis pas le... Sur cette moto, je suis d'accord tout à fait de ce que vous dites. Mais vous aussi, je pense que vous avez déjà pu avoir l'occasion de tomber sur des choses qui sont honnêtes, mais sont à bas prix, non? Ça arrive. On peut tomber sur des bonnes occasions. Affaires, mais pas dans le cumul de toutes ces circonstances. Oui, si je trouve une bonne affaire dans une grande surface, je ne suis pas en infraction. Mais si je vais au fin fond d'un quartier où on sait que se passent des transactions douteuses, qu'il n'y a pas d'acte de vente ou de tickets de caisse, par exemple. Vous allez dans une grande surface, on vous édite un ticket de caisse. Là, vous n'avez rien, vous n'avez aucune preuve de l'achat. Là, c'est le cumul de tous ces éléments qui fait que le recel est fondé. Vous comprenez ça? Oui. Voilà. Je vous ai fait un petit cours de droit, pourvu que ça vous serve. Il y a une partie civile? Oui, j'aurais quelques questions, monsieur. Oui, je vous en prie, si vous permettez. Oui, monsieur, je voudrais qu'on revienne 2 secondes quand même sur le recel de la moto. Pourquoi vous ne donnez pas le nom du vendeur? Tout simplement parce que j'ai pour principe d'assumer mes erreurs et de pas... Même si c'est vrai que le revendeur est pour quelque chose aussi, mais voilà, c'est mon erreur. Donc voilà, je vais l'assumer. Ça veut dire que vous reconnaissez le recel, puisque si vous avez simplement fait une bonne affaire, je ne vois pas pourquoi vous tairiez le nom du vendeur. Si moi j'achète une voiture à Monsieur le Président et que l'affaire est bonne pour moi, si je suis interrogé, je donnerai l'identité de Monsieur le Président sans qu'on puisse rien me reprocher, ni à Monsieur le Président. Vous comprenez mon raisonnement? Alors expliquez-nous. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas l'envie de rapporter des problèmes à d'autres personnes. D'accord. Vous ne m'empêcherez pas, moi, d'en tirer argument pour considérer que vous vous rendez par là même coupable de recel. En tout cas, c'est un élément à charge, j'allais dire. Alors, deuxième question, moi, je n'aime pas beaucoup, je vous l'indique, quand on accuse les policiers de violence. Je ne dis pas par là qu'aucun policier ne dérape jamais. C'est pas la réalité, mais c'est très rare. Donc, début de votre garde à vue, on vous interroge sur les conditions de votre interpellation, vous dites rien. A priori, il n'y a pas eu d'incident particulier. En revanche, c'est lors de votre deuxième audition que vous parlez effectivement de tout ce que vous nous dites aujourd'hui, étranglement, insultes, etc. La question que je me pose, c'est est-ce que vous n'avez pas imaginé ou échafaudé cette histoire-là alors que vous étiez seul en garde à vue et que vous avez eu l'occasion de réfléchir un petit peu sur la façon de vous défendre? En tout cas, on peut se poser la question. Alors, je vous en prie. Justement, la première, c'est justement parce que, voilà, je savais très bien la dernière fois... Adressez-vous au président, s'il vous plaît. Justement parce que je sais très bien la réaction des personnes vis-à-vis des propos comme ça. Donc la première fois, j'ai même pas prêté attention parce que, voilà, même si, bon... vous allez dire, je rajoute encore, mais bon, je sais pas, par chez nous, c'est pas très rare, la police qui est pas vraiment police. Et que, voilà, quoi. Et pour vous dire, j'avais même, au début, donné à mon avocate des attestations comme quoi j'avais des marques. Et je suis revenu la voir, je lui ai dit, non, madame, ça sert à rien, redonnez-moi-les. D'ailleurs, ils sont là, je les ai repris. Parce que je sais très bien que j'ai aucune chance face à la justice. Et voilà. Donc... La deuxième, c'est peut-être parce que j'y ai réfléchi et je me suis dit tant qu'à faire, autant le dire. Mais en venant au tribunal, j'avais même pas l'intention d'en parler. C'est vous qui en avez parlé, donc obligé, on en discute. Mais sinon, moi, personnellement, je n'aurais pas parlé parce que je sais très bien qu'il n'y a aucune chance qu'on me croive ou quoi que ce soit. Donc voilà, quoi.
Concernant les marques, je ne sais pas à quel niveau les marques étaient, mais il est indiqué dans la procédure que vous vous êtes frappé la tête contre les vitres du véhicule de police. Déjà ça, moi je le dis pas. Et en plus, je parle pas de marque au front, déjà. De toute façon, je l'ai même pas le papier, je l'ai repris, donc moi je veux même pas en faire part parce que voilà, je sais très bien que c'est du temps pour rien. Donc la partie civile a la parole. Monsieur le bâtonnier. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. J'interviens dans ce dossier donc, pour les 3 policiers qui sont mis en cause, semble-t-il, par Monsieur. Je voudrais, en préalable, si vous me le permettez, dire quand même à Monsieur, même si c'est son droit le plus strict, de ne pas croire ou de ne plus croire à la République ou de ne pas aimer la République, sachez quand même que cette République que peut-être vous n'aimez pas, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont donné leur vie pour que peut-être aujourd'hui monsieur soit devant ce tribunal, assisté d'un avocat, devant un magistrat qui est tout à fait libre et indépendant, prêt à écouter tout ce que vous avez à dire, car la défense est libre, et prêt également à vous juger. Sachez aussi qu'il existe pour les policiers, comme pour d'autres, comme pour les fonctionnaires, des commissions de discipline qui sont chargées de vérifier si effectivement les interpellations se passent ou ne se passent pas dans des bonnes conditions. Il y a aussi, cela arrive, des fonctionnaires, qu'ils soient de police ou autres, qui peuvent être sanctionnés si leur comportement n'a pas été fait dans les règles, parce qu'il y a des règles. Et tout à l'heure, Monsieur le Président rappelait ces éléments de base. Ben oui, dans une République, il y a des règles, et vous devez respecter les règles de cette société. Alors vous commencez quand même bien mal, Monsieur, permettez-moi de vous le dire, vous êtes à un âge où certains soufflent leur bougie pour fêter leur anniversaire. Moi, j'ai un petit peu l'impression que vous allez fêter vos anniversaires en comptant le nombre de condamnations. Vous avez déjà des condamnations pour violence, cette violence que vous reprochez soi-disant aux policiers. Vous aurez peut-être des condamnations pour outrage pour les propos que vous avez portés vis-à-vis de ces policiers, peut-être pour des recels de vol, que sais-je encore, puisque vous êtes poursuivis pour différentes infractions. Alors permettez-moi de vous dire quand même qu'entre votre parole ou vos propos, dans les circonstances qui sont celles de ce dossier, et entre les paroles de ces policiers, parce que vous avez là 3 personnes qui sont des personnes tout à fait connues et respectées dans le cadre du commissariat de police et des différentes interventions, ces personnes n'ont jamais subi de sanctions disciplinaires, n'ont jamais été poursuivies et leurs enquêtes sont toujours parfaites. Alors, sachez aussi qu'il existe un code qu'on appelle le code de procédure pénale, et que ce code de procédure pénale permet, lorsque des policiers interviennent, et notamment lorsqu'il y a un délit de fuite et qu'une personne résiste à l'interpellation des policiers, de procéder à cette interpellation avec l'usage de la force. L'usage de la force proportionnée à ce qui est en train de se passer. Eh bien, ces policiers, lorsqu'ils vous interpellent, personne ne sait si vous n'êtes pas porteur d'une arme. Qui peut le savoir? Personne. Donc vous êtes une personne qu'on interpelle avec une interpellation qui aurait dû se passer très simplement. Si vous étiez arrêté, vous ne seriez pas là. Là, vous vous sauvez. Ben, écoutez, les policiers font leur travail. Ils vous arrêtent. Ça peut peut-être vous choquer. Ben, c'est ainsi. Vous vous sauvez, on vous arrête. Ben oui. Et si vous résistez, parce que vous résistez, ben on emploie la force nécessaire, c'est-à-dire ce que vous avez peut-être appelé tout à l'heure l'étranglement ou que sais-je encore, c'est prévu par la loi. Une fois menotté. C'est prévu par la loi. Moi, je ne suis pas policier, vous pouvez vous énerver sur moi, ça ne me dérange pas. Je dis simplement que les policiers, lorsqu'ils vous interpellent parce que vous vous sauvez, et si vous ne vous étiez pas sauvé, on n'en serait pas là, eh bien, ils font usage de la force nécessaire pour empêcher que vous continuiez cette fuite. Alors, à partir de là, ce sont les nœuds d'oiseaux que vous avez rappelés, Monsieur le Président, que je ne vais donc pas rappeler. Je n'ai pas du tout non plus entendu dans la bouche de monsieur, mais je ne pense pas que j'en entendrai aujourd'hui, un tout petit mot d'excuse. Parce que je ne pense pas que ça vous plairait de vous faire insulter de tous les noms que vous avez employés, que ce soit pour la mère de ces policiers, pour la République ou pour tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi vous les insultez? Ah oui, c'est vrai que vous avez une explication qui vaut quand même la peine d'être rappelée devant cette juridiction. On l'a rappelé tout à l'heure en lisant vos déclarations, parce que les policiers ne vous aiment pas. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour des policiers pour monsieur fait que monsieur
lorsqu'on l'interpelle, insulte les policiers. Eh bien, dans une république, celle que vous n'aimez pas, ça ne se passe pas comme ça. Ce type de propos justifiera, me semble-t-il, que vous fassiez droit à cette réclamation de partie civile. Très bien, merci Monsieur le bâtonnier. Monsieur le procureur. Oui, Monsieur le Président, je m'associe aux propos qui viennent d'être tenus par la partie civile. Alors, Monsieur a tenu des propos tout à fait gratuits, tout à fait blessants à l'encontre de fonctionnaires de police qui font remarquablement bien leur travail. Les fonctionnaires de police, et je le regardais parce que c'est parfois intéressant, ceux qui sont et qui apparaissent dans cette procédure sont des fonctionnaires de police, à mon sens, tout à fait irréprochables. Et ces accusations sont totalement injustifiées, sont particulièrement blessantes, et en réalité, on n'a aucun élément en faveur d'une crédibilité de l'intéressé. On n'a évidemment aucune plainte. Il aurait pu déposer plainte, il aurait pu produire un certificat médical, parce que les accusations dont il parle, c'est quand même pas anodin. Je reprends ce qu'il a dit lors de sa deuxième audition. Il y en a un qui m'a étranglé pendant que l'autre me compressait le visage en m'injuriant. Alors, des traces d'étranglement, des compressions du visage, je suis désolé, ça se voit. Or là, nous n'avons pas le moindre élément médical, pas la moindre plainte, c'est manifestement pas crédible. En réalité, il s'est écoulé évidemment plusieurs heures où il a été en cellule de garde à vue. Il a eu le temps de réfléchir et il a eu le temps d'échafauder cette invention. Je crois que voilà en réalité la vérité dans ce dossier. C'est totalement mensonger, c'est totalement scandaleux même, je le dis comme je le pense, de tenir de tels propos à l'encontre de fonctionnaires de police qui donnent finalement leur vie pour assurer la paix publique, pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. C'est tout à fait révoltant d'entendre des propos de cette nature-là. Et moi, je le dis d'autant plus volontiers qu'il m'arrive, ça m'est arrivé à une ou deux reprises dans mes fonctions au parquet, de poursuivre des policiers qui avaient dérapé. Sachez que quand par extraordinaire des policiers dérapent, eh bien, ils sont poursuivis sans aucun état d'âme par les parquets, parce que nous, magistrats du parquet, nous, magistrats du siège, comme d'ailleurs la hiérarchie policière, nous sommes attachés à une police irréprochable. Et quand il y a des dérapages, ils sont poursuivis. Ce que vous dites est particulièrement révoltant et particulièrement blessant. Je crois que j'en ai suffisamment dit sur le contexte de ce dossier. S'agissant des faits, Monsieur le Président, ils sont parfaitement établis. Vous entrerez donc en voie de condamnation pour les 5 délits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Alors, en répression, Monsieur le Président, c'est un j'allais dire un jeune écervelé. Il est très jeune, il n'a probablement pas réfléchi, et il aurait dû le faire. Je mets ça quelque part à son crédit. Quand on est jeune, on peut avoir droit à l'erreur. Admettons, j'espère simplement que la comparution aujourd'hui devant votre tribunal lui servira de leçon. Alors aujourd'hui, moi je vous demande de le condamner à une peine qui soit, à mes yeux, juste, qui pourrait prendre la forme de 4 mois d'emprisonnement, dont la moitié, c'est-à-dire 2 mois, assortis d'un sursis simple. Il est accessible au sursis simple. Son passé pénal qui existe, qui n'est quand même pas considérable, autorise ce sursis simple, et je ne m'opposerai même pas, puisque la peine, évidemment, a vocation à être aménageable, je ne m'opposerai même pas, je peux le dire par avance, à ce que cette peine soit aménagée par le juge d'application des peines, s'il y a des motifs à cet aménagement, en particulier s'il y a une activité d'éducation ou professionnelle qui le permette. Très bien, merci Monsieur le procureur. La défense. Oui, Monsieur le Président, donc j'ai la lourde tâche, après 2 réquisitions, puisque tel est le cas de la plaidoirie de la partie civile, de représenter les intérêts donc de Monsieur. Je crois qu'il faut garder raison dans ce dossier. Monsieur n'a aucunement l'intention de contester les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas là aujourd'hui devant vous pour vous dire « j'ai rien fait, je suis une pauvre victime des violences policières, donc relaxez-moi de l'ensemble des faits qui me sont reprochés ». Non, il vient vous dire « effectivement, j'ai mal agi ». Quand vous lui posez la question « est-ce que votre comportement a été normal ?», il vous dit « non, effectivement, j'ai mal agi ». Je n'aurais pas dû commettre ces infractions, je n'aurais pas dû m'emporter. Ce qu'il y a, c'est qu'il vous donne un contexte un peu particulier, un peu différent. Et bien évidemment, il est confronté à la levée des boucliers que l'on attend classiquement, bien évidemment, d'une partie civile. De même, il n'est pas surprenant que le ministère public lève ses boucliers. Pour autant,
je crois que il faut quand même y regarder de plus près. Monsieur le procureur de la République l'a reconnu, on sait très bien que tout ne se passe pas toujours de manière parfaite. On sait très bien qu'il y a parfois des débordements, et on sait très bien qu'il y a également des policiers qui sont sanctionnés. Alors, je pense que dans ce dossier-là, on n'est pas à des violences policières proprement dites, on est à un petit dérapage dans les propos. Je reste convaincue que, effectivement, monsieur a réagi maladroitement à des propos qui ont pu être tenus par les forces de l'ordre, et dans le caractère musclé de l'interpellation. J'en viens maintenant concernant le recel. Il n'a pas voulu donner le nom de son vendeur parce que on vient lui dire, on vient lui expliquer. Le véhicule est volé. Donc si le véhicule est volé, c'est que celui qui m'a vendu, que je connais peut-être, sans doute, il a peut-être quelque chose à se reprocher. Donc si je dis son nom, ça va l'embêter. Donc tant pis. Je ne le dis pas. Voilà dans quelles circonstances monsieur, a posteriori, a refusé de donner le nom de son vendeur parce qu'il ne voulait pas l'impliquer. Ça ne voulait pas dire qu'ab initio, lorsqu'il a acheté le cyclocross, il avait connaissance de cette origine frauduleuse. La preuve en est, c'est que je vois mal quelqu'un qui a dérobé un véhicule s'amuser à l'emmener à un garage de manière officielle pour le faire réparer. Surtout que vous verrez, les réparations, il y en a pour 53,51 €. C'est pas une réparation énorme, ce sont des révisions, etc. On le fait entre copains quand on a volé le véhicule. Donc concernant l'infraction sur le recel, c'est la seule infraction pour laquelle je vous demanderai de relaxer mon client. Concernant la constitution de partie civile, je vous demanderai de réduire dans de fortes proportions les demandes pour préjudice formulées par les officiers de police à hauteur de 700 € chacun. C'est quand même beaucoup. Je sais bien qu'ils ne sont pas payés pour se faire insulter, là je suis tout à fait d'accord. 700 € chacun, ça me paraît quand même disproportionné. D'autant que pour certains, ce sont des noms que l'on revoit, et notamment pour les policiers qui sont en cause aujourd'hui, il me semble déjà en avoir, au moins pour l'un d'entre eux, l'avoir entendu dans le cadre d'un outrage. Donc c'est aussi une façon, si je puis dire, d'arrondir ces fins de mois. Je pense que ce n'est pas l'objet quand même de la réparation du préjudice. Donc je vous demanderai d'être très modéré dans la condamnation au titre des dommages et intérêts. Merci, maître. Alors, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré sur le siège, vous reconnaît coupable de l'ensemble des infractions, des délits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 4 mois d'emprisonnement, dont 2 mois assortis du sursis. Sur l'action civile, reçoit la convention de partie civile des policiers, vous condamne à payer à chacun d'eux la somme de 100 € en indemnisation de leur préjudice moral et aux parties civiles prises ensemble la somme de 200 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Alors, vous avez 4 mois d'emprisonnement, 2 mois qui sont avec sursis. Les 2 autres mois sont de 2 mois d'emprisonnement ferme. Simplement, ces 2 mois d'emprisonnement ferme, ils sont aménageables. Ce qui signifie que vous allez rencontrer dans les prochaines semaines le juge de l'application des peines et celui-ci appréciera, en fonction notamment des garanties que vous lui offrirez, si vous faites effectivement 2 mois d'incarcération ou si vous faites ce qu'on appelle des peines alternatives, ou encore des peines aménagées. Ça peut être le bracelet électronique, ça peut être un travail d'intérêt général. Mais encore faut-il que vous soyez volontaire à cet aménagement et que vous fassiez en sorte d'offrir ces garanties. Vous avez entendu, monsieur le procureur, qui ne s'opposera pas à l'aménagement de la peine de ces 2 mois d'emprisonnement ferme. Quant à la convention de partie civile, vous avez entendu les condamnations qui sont les vôtres à indemniser les policiers. Voilà, donc vous aurez 300 € plus 200 au titre de la représentation de leur intérêt, 500 € en fait à payer. Voilà, monsieur.
L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.